Alors, je vous propose de poursuivre avec quelques échanges avec la salle pour revenir sur les différentes thématiques évoquées, à la fois la politique qui est menée en région, le pôle cyber, la formation et puis la place des PME sur ce marché de la cybersécurité, mais aussi les problématiques rencontrées. Alors, je vous invite à lever la main et à prendre un micro. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Après ces présentations très intéressantes du point de vue technique et surtout au niveau de la formation, je me présente, Truval Albert, ancien professeur à l'École des Mines de Paris, membre de l'IMT Paris, membre de l'IMT Atlantique aussi. Et je voudrais vous poser une question fondamentale. J'ai constaté, un certain nombre de mathématiciens biologistes ont constaté que et c'est le cas pour le numérique, qui a été construit par des physiciens. Je suis moi-même physicien, et la physique, les lois de la physique sont ce qu'elles sont, et on a fait énormément de progrès dans le domaine de la physique. Et je vois un lien nouveau et important entre la physique, donc le numérique, et la biologie. Et un certain nombre de mathématiciens biologistes ont montré que les lois de la physique ne s'appliquaient pas à la vie, à la biologie. Il y a en biologie la nécessité de distinguer les lois de la physique très connues, valables pour les minéraux, pour les entités non vivantes. En biologie, on doit ajouter une nouvelle notion qui est l'interaction biologique particulière. Et là, je vois, ça n'a pas été encore dit jusqu'à présent par les spécialistes, je vois un lien considérable entre la biologie et les systèmes numériques. Les systèmes numériques ne sont pas régis par des lois physiques, mais par des lois biologiques, de type biologique. Et là, il y a quelques mathématiciens biologistes qui se sont attaqués au problème de la prévision, parce que dans le domaine, par exemple, du cerveau, enfin tous les organes que nous connaissons du corps humain, nous avons besoin de fondamentaux qui soient spécifiques à la biologie, car la biologie a la propriété formidable de s'auto-réguler, ce qui n'est pas le cas des systèmes physiques. Par conséquent, je crois que je vous incite, et je m'y attacherai, je pénètre le milieu biologique depuis quelques années, je m'attacherai, si vous voulez bien, avec vous, à préciser cette notion, à savoir que les systèmes, et en particulier les IoT, sont des systèmes biologiques. Et donc, il faut les traiter comme tels. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez revenir? C'est effectivement très technique, très pointu. Je ne sais pas si vous avez effectivement des connaissances dans le domaine où vous pouvez intervenir, monsieur le vice-président. En général, quand personne ne sait répondre, on demande à un politique de répondre. Donc, je crois que ce que vous dites est juste, en fait. Ça renvoie d'ailleurs dans beaucoup de disciplines à des travaux qui peuvent être menés sur le biomimétisme appliqué à un certain nombre de travaux d'ingénierie. Si on prend par exemple la question de la construction responsable de la cyber des CNS, mais si on prend la question de la construction navale, le biomimétisme intervient, je dirais, dans le regard qu'on peut porter en comparaison avec la peau des requins. C'est une expression, une illustration. Donc toute chose égale par ailleurs. D'ailleurs, il y a un académicien qui est à Télécom Bretagne qui a travaillé sur un ouvrage qui s'appelle Petite mécanique du cerveau. Petite mécanique du cerveau, et qui renvoie justement à la manière de construire des algorithmes en regard des questions biologiques et notamment cérébrales. Donc la question que vous posez est juste, mais je pense que personne ne peut y répondre. Je dirais, il y a un intérêt à agir, c'est certain, mais
les questions de recherche sont infinies en la matière. Oui, monsieur de Travesio. Oui, je vous remercie. En complément, et bien évidemment, c'est une question qui nécessiterait des heures et des heures de réflexion. Aujourd'hui, on commence à parler de machine learning. Donc le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est deux machines qui commencent à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à communiquer ensemble sans se passer de l'homme à terme. Donc est-ce que ces modèles suivront les modèles biologiques? Je pense qu'il est encore trop tôt pour statuer sur ce point-là. Ce qui est sûr, bien sûr, c'est que rien ne se perd et tout se transforme. Et je pense que c'est une loi qui est aussi appliquée à la loi de la cyber et que sous l'angle du machine learning, on va avoir des nouveaux modèles de réflexion et de prise de décision qui seront peut-être calqués sur les systèmes biologiques. Merci, Élie de Travesio. Oui, une question, monsieur? Alors, au fond, est-ce que vous pouvez donner un micro à monsieur, s'il vous plaît? Et puis ensuite, madame, d'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Philippe Leroy, Thales. Moi, j'ai une question pour le monsieur Blaillot, pour les assurances. Une synergie existe entre les grands assureurs et les réassureurs et les sociétés spécialisées pour justement mesurer l'exposition au risque des entreprises face au risque cyber, sachant qu'en plus, ça permet aux assureurs de mieux qualifier la prime à demander. Et enfin, ça permet aussi aux entreprises spécialisées, sur requête en cas d'attaque, d'intervenir très rapidement pour limiter les conséquences d'une attaque informatique. Or, ce modèle qui paraissait assez génial a un peu de peine à décoller, si je puis dire, au niveau national. Qu'en dites-vous? Je crois que vous rebondissez sur cette difficulté que les assureurs et les réassureurs ont à appréhender effectivement le cyber-risque. Donc je partage avec vous le regret que vous exprimez que ce modèle que je ne connais pas bien patine, et en tout cas qui démontre qu'il est indispensable que les assureurs maintenant se mettent, je dirais, autour de la table avec tous les spécialistes et procèdent à ces évaluations. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le manque de capitaux pour réassurer, puisqu'il y a des sociétés de réassurance extrêmement prospères. Il y a ce qu'on appelle les Bermudiens, des réassureurs privés plus exotiques qui agissent, qui ont des moyens considérables. Donc il y a des dizaines de milliards disponibles pour la réassurance. Mais s'agissant du cyber-risque, aujourd'hui, l'évaluation des capitaux qui seraient mobilisables pour une réassurance des cyber-risques, c'est à peine 400-500 millions par rapport à des risques de catastrophes naturelles comme la crue de la Seine qui mobiliserait 10 milliards. Donc l'invitation que vous faites à relancer sur le territoire, enfin pour la France, ce travail de modélisation est un appel que je reçois et que je répercuterai, je le partage. La difficulté, encore une fois, c'est peut-être d'ailleurs la première étape, c'est tout de même la définition du périmètre. Et là, on manque d'un cadre législatif et réglementaire. Encore une fois, je me réfère beaucoup aux catastrophes naturelles, c'est le métier de base de la CCR, mais encore une fois, les risques émergents vont concerner CCR comme tous les réassureurs. Mais quand vous parlez catastrophes naturelles, vous avez une définition extrêmement précise. Je dirais pas jusqu'à la caricature, mais par exemple, pour être considéré comme catastrophe naturelle, je donne juste cet exemple anecdotique, il faut une tempête, par exemple, n'est pas une catastrophe naturelle si elle ne dure que quelques heures ou avec des vents qui ne dépassent pas 80 km/h. Il y a en d'autres termes, sur les catastrophes naturelles, vous allez tout de suite savoir quand il y a un incident, quand il y a un risque qui apparaît, vous allez immédiatement le catégoriser, l'évaluer, et en fonction par ailleurs d'un historique, vous allez être capable, et de la connaissance que vous avez des territoires sur lesquels c'est intervenu, de la matière assurée également, vous êtes capable de déterminer immédiatement une estimation du dommage. Les inondations du premier semestre, par exemple, ont fait l'objet d'une évaluation aujourd'hui avérée exacte, dans les 48 heures. C'est-à-dire qu'après ces inondations du premier semestre, en région parisienne, Île-de-France et le sud de l'Île-de-France, la CCR avait annoncé 1,2 milliard. Je crois que les dommages doivent être à 1,1 milliard, 1,150 milliard. Donc on est capable de faire ça. Mais pour ça, il faut un cadre législatif réglementaire, celui qui définit ce que c'est le cyber-risque, quels sont les dommages, quels sont ceux qui sont éligibles, pas éligibles. Quand vous êtes en inondation, par exemple, aujourd'hui ne sont pas éligibles les frais de relogement des personnes qui ont dû quitter leur domicile.
La démarche politique, et on le comprend puisque c'est les communes qui sont les visées, la démarche politique aujourd'hui est de demander à ce qu'on inclue dans ce cadre réglementaire et législatif des catastrophes naturelles les frais de relogement, ce qui donnerait un coût supplémentaire et donc remonter les primes. Dans le cas du cyberrisque, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de cadre législatif, pas de cadre réglementaire. Personne ne sait ce qui est assurable ou pas assurable. Donc le travail est à faire, je partage cette idée. Merci, Monsieur Blaillot. Une question pour Madame. Oui, bonjour. Donc, je suis Ania Renaudy, je suis professeure de droit numérique à l'Université de Bretagne Sud. J'ai une question à votre destination, Monsieur Blaillot. Décidément, vous êtes très sollicité. Vous avez évoqué la catégorie des risques émergents. Et d'un point de vue juridique, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion, puisque vous considérez que parmi les risques émergents, il y a le cyberrisque, mais que pouvez-vous également intégrer dans cette fameuse catégorie? Qu'est-ce que les risques émergents, s'il vous plaît? Merci. Je crois que le risque cyber-risque, ce qu'on appelle les risques émergents, c'est des risques qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui sont des risques qui sont induits par nos comportements. En l'espèce, le cyber-risque, c'est un risque qui est induit par le fait que la société est de plus en plus connectée et que le numérique a pris le pas sur toute une série de process. Donc il y a une circulation d'informations qui est d'une telle nature qu'aujourd'hui, cette information qui circule est mise en danger. Et ce danger, il est quand même relativement nouveau. C'est pour ça qu'on le qualifie d'émergent. Vous pouvez avoir des risques émergents également dans le domaine de la santé. On peut considérer éventuellement comme un risque émergent la période de taux très bas que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'en matière d'assurance vie, vous n'ignorez pas que quand on garantit, puisque c'est un objet d'assurabilité, enfin d'assurance, quand on garantit le versement d'un rendement supérieur à 2-3% dans le cadre des contrats d'assurance vie, c'est un risque aujourd'hui nouveau, pas forcément émergent, mais nouveau pour les assureurs et pour les banques de servir un taux qui est très supérieur au taux des marchés aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période de taux bas. Voilà pour les risques émergents. Il y en a d'autres qui sont les risques sur des grands chantiers, des risques d'accidents, de logistique, de livraison de grands paquebots. Enfin voilà, on est dans l'idée que le principal risque, c'est au fond le dommage à l'habitation, le dommage à la personne ou l'automobile. En réalité, ce qu'on appelle les risques émergents, c'est plus des risques systémiques qui naissent de la nouvelle organisation de la société, sur une nouvelle façon de vivre, les nouveaux chantiers, les nouvelles infrastructures. C'est ce qu'on appelle ça les risques émergents. Merci, Monsieur Blaillot. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette thématique? Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, Madame. Oui, bonjour à tous. Je suis présidente de la société B2Cloud. On a parlé un petit peu de cloud computing et je suis à la commission sécurité d'Eurocloud. J'ai une question assez pragmatique, ça va peut-être changer un petit peu la donne, sur comment sensibiliser les PME aux risques sécuritaires. Est-ce que la réponse aujourd'hui, c'est le téléchargement de procédures et de guides qui vont être fournis soit par le CLUSIF, soit par la CGPME, soit par l'ANSSI, ou est-ce que la réponse, c'est de passer enfin à l'action? C'est-à-dire que les PME, effectivement, sont dans un doute de plus en plus important vis-à-vis de ces risques sécuritaires. Je suis d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas qu'un fait divers, parce qu'effectivement, les PME aujourd'hui, c'est le tissu économique du pays, et potentiellement, toutes les vulnérabilités qui sont associées à une PME sont associées aux partenaires et aux fournisseurs, donc ça crée effectivement un tsunami sécuritaire. Je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. Mais quelles sont les réponses concrètement? Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se fait en termes de sécurité chez nos voisins, outre-Atlantique ou même israéliens, puisque les Israéliens sont très bons dans le domaine, eux, ils développent. Et nous, on débat et on fait des guides de procédure. Donc j'aimerais savoir quelle est la prochaine étape. Je vais peut-être introduire les premiers éléments de réponse. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne question. Et pour revenir sur les propos qui étaient énoncés tout à l'heure, vous avez deux types de PME. Vous avez les PME qui ont un intérêt aujourd'hui à aller vers la cybersécurité et d'autres qui n'ont toujours pas compris quel était leur intérêt. Par rapport à cette deuxième catégorie, je crains qu'il n'y ait qu'une obligation légale qui contraigne ces entreprises-là à adresser des problématiques de sécurité. On peut tout faire. On peut faire des guides de sensibilisation, on peut faire des exercices, on peut les convoquer, on peut leur parler en anglais. Il n'empêche qu'on voit que récemment, après les avertissements donnés par la CNIL,
que ce soit sur les partis politiques ou les entreprises privées, que ces entrepreneurs commencent à comprendre que s'ils n'adressent pas les problématiques de sécurité, demain, ça pourra avoir des enjeux financiers importants sur leur activité. Donc je dirais que le chemin est en train de faire la réflexion est en train de faire son chemin, plus exactement. Après, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Vous parliez d'Israël. Je pense que c'est des cultures qui sont différentes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on se compare souvent aux anglo-saxons, là c'est pareil. Vous avez les anglo-saxons, vous avez les latins, et puis après vous avez d'autres cultures qui vivent dans le danger. Donc des cultures qui vivent dans le danger, c'est plus facile pour elles de mieux appréhender le danger, parce que vous avez toute une nation qui est tournée et qui vit avec ce risque-là. Et pour terminer donc sur les TPE et les PME, je pense qu'il faut laisser le chemin se faire, et qu'aujourd'hui des organisations telles que la NSSI préparent des actions pour accompagner ces entreprises dans la sécurisation de leur système d'information, le tout étant toujours pour renforcer l'économie digitale de demain. Moi, j'insiste toujours à dire, ne minimisez pas la transition digitale, elle va être totale. C'est juste une question de temps. Et aujourd'hui, quand on parle de millions d'adresses IP, demain, on va parler de milliards. On parle de voitures, on parle d'objets connectés. Et on va commencer à en parler pour tout âge, c'est-à-dire de 2 ans jusqu'à la fin. Donc je pense qu'on est vraiment dans la... Et là, je ne veux pas faire preuve de trop d'optimisme, mais je pense qu'on va dans la bonne direction. Christophe Dupas, vous peut-être ajouter quelque chose? Oui, je vais compléter. Enfin, je vais un peu compléter ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il faut faire de la pédagogie, il faut que dans les écoles d'ingénieurs, il y ait systématiquement de la sécurité. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que... Enfin, quand j'ai un âge qui me permet d'avoir eu des cours d'instruction civique à l'école primaire, j'ai participé encore récemment à des conseils d'administration de collège ou de lycée. Ça me paraîtrait tout à fait pertinent que dès l'école primaire, on ait en effet des cours d'instruction numérique parce que là, on parle PME, on parle d'économie, mais on est tous des citoyens. Moi, je n'ai pas envie de voir sur Internet les résultats de mes analyses de sang, d'analyse d'urine, ce que je vote, le montant qu'il y a sur mon compte, ou si je suis dans le rouge. Enfin, il y a quand même... on est dans un monde ouvert, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que après la réglementation, on adaptera. On voit l'ANSSI a lancé un certain nombre de référentiels qui sont des phases pilotes. Eh bien, on travaille, on réfléchit, on évolue. Vous parliez du cloud. Il y a une démarche Secure Cloud à l'ANSSI. Et je pense franchement que la France n'a pas à rougir. On n'est pas les plus mauvais, loin de là, dans la prise en compte de la sécurité. Et en fait, on est en train de changer de monde. Je ne sais pas ce que sera le prochain. Enfin, il y a quelqu'un qui dit que le prévoir est difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais c'est vrai, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, on est dans une situation aujourd'hui, on ne peut plus faire machine arrière. Il y a trop de choses qui ont été enclenchées. Et je ne vois pas comment on pourrait ne pas intégrer ça le plus tôt possible, quoi. Il faut qu'on soit tous dans notre statut de citoyen. C'est vrai que les organismes de l'économie, le CAC 40 et même les PME, c'est important, mais on est tous des citoyens et il faut qu'on traite ces points-là. On ne peut pas les laisser de côté. Donc moi, tout ce qu'on peut faire pour que les gens soient sensibilisés, intègrent, il faut le faire. Jean Le Trahan. Oui, juste une petite contribution en sortant un peu de mon strict rôle de Télécom Bretagne. Mais, il se trouve que je suis également vice-président du Conseil économique, social et environnemental et qu'on est en train de finaliser une étude sur la transition numérique des entreprises bretonnes, dont je ne peux pas faire état aujourd'hui parce qu'elle n'est pas encore validée. On a des procédures très strictes de passage en session et en bureau. Mais donc je vous invite à la lire dès qu'elle sera disponible. Ça devrait être approuvé, si tout se passe bien, fin janvier. D'accord, merci pour cet ajout. Il y avait une question, je crois, oui, voilà, monsieur, ensuite derrière, et puis de ce côté, allez-y.
Bonjour à tous. Christophe Chassebeuf, responsable de la sécurité d'information de l'ESN Neosoft. Dans un aspect plus global, est-ce que l'on n'a pas un manque capacitaire d'adaptation en fait, à ce qui se passe? On parle de technologies qui vont très vite. J'entends beaucoup de travaux sur la réaction, la défense. Est-ce qu'on se met un petit peu plus dans une psychologie de ce que peut faire un attaquant? Alors, il y a différentes raisons. On parle d'Israël avec des points de vue différents, des appréhensions au risque et à la vie aussi différentes. On ne voit pas les choses de la même manière. Il se trouve qu'on constate que beaucoup d'attaquants, pour les profils psychologiques, n'ont pas forcément la même vie que nous. Et de ce fait, faire de la sécurité de 8h du matin à 19h du soir pour la contribution des ressources humaines, c'est un fait dans le monde de la défense. Dans le monde de l'attaque, il en va tout autrement. Vous le savez pour la plupart. Donc aujourd'hui, voilà, on voit que gouverner, c'est prévoir. Pardon pour cet élément-là, mais dans la capacité d'adaptation, quels sont les enjeux réels et quels sont les moyens que l'on veut mettre en face pour pouvoir s'adapter, pour essayer de courir aussi vite que la technologie va courir. Parce que l'éducation, c'est fondamental, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, on travaille avec des humains et psychologiquement parlant, vous l'évoquiez, on ne va pas forcément pouvoir contraindre un certain groupe de PME, tout comme aujourd'hui sur la route, il y a toujours des personnes qui font des excès de vitesse. Le côté répréhensif, on parlait de l'organe de la police judiciaire, a son rôle à jouer. Quelle est la visibilité qu'on peut avoir en termes de gouvernance? Entre autres, peut-être que l'ANSSI peut évoquer ce qu'il en pense sur ce sujet-là, M. Poupart, de sorte qu'on ait une visibilité, nous, en tant que citoyens, parce que moi, je suis citoyen et je suis d'accord avec vous que j'ai ma part à jouer. Comment je peux la jouer? Est-ce qu'il existe un tableau de bord? Est-ce qu'on mesure tout ce qu'on vient de dire? Parce qu'on dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'on a la possibilité, globalement, de voir la stratégie qui sort? Et puis, on parlait de souveraineté nationale. Est-ce qu'il est possible pour tout citoyen de s'y retrouver en fait, dans cette histoire de cybersécurité, qu'on soit expert ou qu'on soit monsieur tout le monde? Merci. Alors, Monsieur Dupas, vous vouliez... j'ai vu que vous aviez réagi un petit peu pendant la question. Alors, Élie de Treviso, c'est pour vous. Je ne voudrais pas répondre à la place de Monsieur Poupart, hein, qui, je pense, pourrait nous parler de la réserve citoyenne en cyber. Il y a déjà des initiatives qui permettent à des citoyens qui ont différents niveaux de technicité en matière de sécurité, j'entends que vous êtes responsable de la sécurité, qui leur permettent d'agir et d'avoir ce rôle citoyen. Ça, c'est un premier point. Votre question me rappelle une réflexion que j'ai eue avec d'autres parlementaires qui réfléchissaient sur les évolutions justement qu'on peut apporter dans nos administrations ou d'un point de vue citoyen. Aujourd'hui, lorsque vous regardez une métropole, une ville, au microscope, vous avez un certain nombre de citoyens, on ne va plus parler d'entreprises, de citoyens, hein, qui soient aussi bien étudiants, salariés que chefs d'entreprise, qui sont victimes d'actes de cybersécurité, d'actes de cybercriminalité plus exactement. On s'aperçoit lorsqu'on regarde ces citoyens que 98% des gens en restent là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une espèce de zone grise qui n'est pas adressée. Je vous donne un exemple, une maman, une mère de famille qui se fait piquer son profil Facebook. Il y a très peu de chances qu'elle aille dans une gendarmerie ou dans un commissariat pour déposer plainte. On peut aussi donner ces exemples-là d'un point de vue des entreprises. On met entre parenthèses l'aspect on a honte, on n'y va pas, mais c'est la méconnaissance ou le manque au niveau institutionnel de choses qui pourraient arriver. Un exemple, lorsqu'on regarde l'évolution des polices municipales, on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment inscrit l'évolution de la police municipale dans les métropoles pour venir renforcer, je dirais, le rôle de la police nationale. Est-ce qu'on peut imaginer à terme une cyberpolice municipale qui déjà commencerait à adresser des problématiques qui confrontent les citoyens, quels qu'ils soient, à des problématiques de cybersécurité? Je pense que peut-être c'est une première interrogation qu'on peut avoir. Après, en conclusion, j'ai toujours tendance, et je vais reprendre l'exemple de M. Poupart, un motard qui roule à 200 km/h sans casque. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de radars. Donc on s'aperçoit que
oui, c'est toujours aussi grisant en 2016, je suis pas motard, hein, de rouler à 200 km/h sans casque, en t-shirt et en short. Je viens de Marseille, je vous prie de croire qu'il y a un certain nombre de motards qui le pratiquent encore. En revanche, on s'aperçoit que c'est l'aspect réglementaire qui a permis de faire évoluer les mentalités. Donc aujourd'hui, je pense que cette réglementation, il faut la revoir. Et il faut la revoir pour la rendre utile par rapport à cette phase de transition digitale. Guillaume Poupard, vous voulez peut-être réagir? Votre nom a été cité à plusieurs reprises autour de cette question. Oui, désolé de cette intrusion. Deux réactions. D'abord à la question volontairement provocante sur qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on agit pour les PME. Je suis convaincu qu'agir pour les PME, ce n'est pas leur imposer de faire la cybersécurité comme on le fait avec les OIV. Enfin, ça n'a probablement aucun sens. Enfin, c'est assez amusant comme on se plaint de la réglementation et en même temps on la réclame. Enfin, c'est quelque chose qui est très français probablement. Non, la réglementation c'est un outil qui est précieux, qu'il faut utiliser avec discernement, qui a un vrai sens dans certains cas. Et pour les OIV, on reste convaincu, on avait l'intuition et le travail qu'on a fait justement avec les OIV eux-mêmes nous a convaincu que c'était la bonne manière de faire pour gagner du temps. Le but du jeu, c'est juste de gagner du temps en fait. Si on laisse faire les choses, on aura des drames et les gens réagiront après les drames. Et on finira par y arriver. Ce que l'on veut, c'est éviter le plus possible de ces drames. Donc pour les PME, c'est assez simple et en même temps très compliqué. Il y a de la prévention. Alors on peut avoir une approche méprisante sur le fait de faire des guides, de les diffuser, de faire de la sensibilisation, mais ça reste absolument essentiel. Et si déjà les gens pouvaient prendre, les dirigeants de PME pouvaient prendre 10 minutes de leur temps au cours de leur vie pour lire ce guide, ça ne prend pas plus de 10 minutes, et pour en appliquer grosso modo les principes, déjà on ne serait pas dans la situation actuelle que l'on vit au niveau économique dans tout ce secteur-là. Et puis après, il faut leur proposer des solutions. Si je me place encore 5 ans en arrière, le gros problème c'est qu'on arrivait, on leur disait attention, il y a une menace, c'est très dangereux. D'expérience, on a plutôt affaire à des gens agiles qui comprennent très très vite. Au bout de 10 minutes, ils nous arrêtaient en disant ok, c'est bon, j'ai compris, c'est dramatique, j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et il y a encore 5 ans, la réponse était souvent bon courage. Donc ça c'est totalement intolérable parce que ces gens-là on les a perdus. En 10 minutes, on les a perdus définitivement. On les a à la fois sensibilisés et perdus. Non, ce qu'il faut impérativement, c'est les sensibiliser. Ça, c'est pas le plus dur, mais encore faut-il le faire pour pouvoir les atteindre. Et il faut pouvoir leur apporter des solutions qui soient à leur portée. Et les solutions à leur portée, c'est pas les solutions pour les opérateurs d'importance vitale. Ce sont des systèmes simples d'accès. Ce sont des systèmes qui sont accessibles financièrement, qui sont accessibles techniquement, où il n'y a pas besoin d'expertise en interne. Ce sont des systèmes d'assurance. On a parlé beaucoup de l'assurance, mais je crois beaucoup à l'assurance dans ce domaine-là qui va permettre de couvrir le risque résiduel. Mais dans risque résiduel, il y a résiduel. Ça ne couvrira pas tout. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, il sera difficilement assurable, à mon avis. En tout cas, je vois assez mal comment tout ça pourrait trouver une quelconque forme de modèle économique. Donc, des solutions, ça passe par la possibilité d'identifier assez facilement quelles sont les bonnes solutions. Dans le domaine cyber, c'est extrêmement complexe, même pour les pros. Très clairement, c'est quoi une bonne solution? C'est celui qui a la plus grosse part de marché, c'est celui qui a le meilleur commercial, qui a les meilleurs PowerPoint, qui a les meilleurs prix, meilleurs au sens les plus chers ou les moins chers, d'ailleurs j'en sais rien, je ne sais même pas. Donc notre réponse à ça, c'est de dire que les bonnes solutions sont les solutions qui sont qualifiées, évaluées, où on est capable de dire ça fonctionne et en plus c'est de confiance, deux choses très différentes, donc quelque chose que l'on fait beaucoup collectivement. Donc voilà, comme ça a été dit, la protection des PME, c'est vraiment être capable d'apporter d'adresser tout le panel et in fine d'aller jusqu'à l'aide des victimes, l'assistance aux victimes, qui est vraiment le domaine dans lequel on doit faire de gros progrès, parce qu'aujourd'hui, les victimes, elles ont souvent que leurs yeux pour pleurer, comme je le disais tout à l'heure. Pour aller au niveau des citoyens et de l'implication des citoyens dans ce domaine numérique, c'est pareil, c'est un domaine qui est en friche, probablement, qui est récent. Dans la loi numérique, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un article, l'article 47, qui permet aujourd'hui aux gens qui veulent signaler des failles de le faire sans prendre le risque immédiat de voir débarquer les forces de police. Alors c'est caricatural dit comme ça, mais c'est comme ça que la crainte est perçue par beaucoup de jeunes. Alors suivant les cas, on les appelle des hackers, des geeks, moi je les appelle les citoyens numériques, des gens qui ont envie d'aider réellement, qui ne sont pas forcément en costume cravate, mais on s'en moque fondamentalement, des gens qui ont envie de signaler, qui sont outrés par ce qu'ils peuvent voir, notamment sur Internet. Alors, on peut parler de sites Internet qui sont mal sécurisés, des choses comme ça, bien sûr, ça c'est la réalité. On voit aujourd'hui des systèmes de commande-contrôle industriels directement accessibles depuis Internet et absolument pas sécurisés. Donc, ces personnes, souvent jeunes, mais pas que, sont assez outrées de ça, et ils ont dorénavant la possibilité de nous le dire.
pourrait me dire c'est une très grosse avancée. De fait, c'en est une, puisqu'on est exonéré de l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, je ne suis absolument pas juriste, mais ça veut simplement dire qu'on n'est pas obligé de directement les dénoncer comme étant des personnes louches. C'est une avancée, finalement, qui a donné lieu à beaucoup de débats au niveau interministériel, parce qu'en même temps, on ne veut pas du tout créer des effets d'aubaine pour des gens qui auraient des intentions beaucoup plus malhonnêtes, beaucoup moins civiques. Donc ça, c'est une approche. Et plus généralement, quand je dis que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, c'est pas juste une formule comme ça qui fait bien et qui permet d'obtenir l'adhésion à bon compte. C'est la réalité. Chacun à notre niveau, alors il y a des experts de la cybersécurité, eux évidemment, c'est leur quotidien professionnel, mais chacun a un rôle à jouer. On voit très bien que ce soit dans les grands groupes ou les petits groupes, ou les PME, ou chez soi à la maison, si on n'a pas une véritable conscience de ces problèmes de sécurité, et c'est pas forcément inné, surtout même pour toutes les générations de fait, si on ne respecte pas soi-même ses propres données personnelles, par exemple, comme c'est malheureusement ce que l'on observe en permanence, voilà, si on n'a pas cette démarche individuelle dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, après tout ce que l'on va pouvoir faire, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, toutes les grandes stratégies qu'on pourra avoir vont être extrêmement complexes pour être véritablement efficaces. Donc c'est vraiment un tout. Il y a une démarche réglementaire, une démarche étatique, une démarche avec les industriels, avec les différentes associations. Je ne peux pas citer tous les acteurs tellement ils sont nombreux, mais il y a également une démarche individuelle où chacun doit pouvoir intervenir au bon niveau, être sensibilisé et apporter sa petite pierre à l'édifice pour que ce domaine fondamentalement transverse puisse vraiment créer la confiance dont on a beaucoup parlé et qui est absolument nécessaire et très mise en danger aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Guillaume Poupard. Alors je crois que Monsieur le Vice-président, vous vouliez ajouter quelque chose. C'est un peu en écho à ce qui s'est dit sur des questions des PME et puis aussi l'intervention de Monsieur deux éclairages. Le premier d'abord, c'est que dans les cursus qui sont proposés en Bretagne sur la question de la formation à la gestion de crise, à Saint-Cyr et puis également à Vannes, à l'Université de Bretagne Sud. Les questions de savoir-être sont aussi importantes que les questions de savoir-faire. Et on apprend beaucoup justement de la dualité avec le monde militaire. Et de ce point de vue-là, on a vraiment à apprendre et à faire en sorte qu'on opère les transferts d'ingénierie pédagogique, on va dire, dans la manière d'opérer, sachant que toutes les écoles militaires ont toujours dans leur cursus des volets importants sur le savoir-être, toutes les écoles d'officiers à tout le moins. Donc ça, c'est un point important et qu'on cherchera à développer dans le futur pour d'autres formations à Rennes ou ailleurs. Ça nous paraît être quelque chose d'assez essentiel et aussi de faire en sorte que la maîtrise de soi soit aussi dans le référentiel en quelque sorte des compétences. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est peut-être pour un futur proche, on en parlait en aparté avec Jean Le Traon, c'est faire le joint entre le monde de la formation et les PME, en faisant en sorte que, on va travailler cette question, les étudiants qui sont dans les cursus numériques ou cyber puissent être en capacité, à un moment ou à un autre, de contribuer à la numérisation des PME et le faire embarquer avec des compétences cyber. Ça nous paraît assez intéressant. C'est quelque chose... il y en a 78% de nos PME bretonnes qui ont un site Internet. Il y en a 15% qui, finalement, font du commerce en ligne. Donc, il y a aussi un sujet de ce point de vue-là, et avec une capacité, en quelque sorte, à donner une expertise directement héritée, en quelque sorte, de la formation initiale telle qu'elle est proposée dans nos écoles, que ce soit les IUT, les universités ou les écoles d'ingénieurs. En tout cas, c'est quelque chose qui nous paraît être assez intéressant à travailler, sans oublier le rôle, évidemment, de la réserve citoyenne, qui, dans ce domaine-là, est assez essentiel et qui était prévu dans le cadre du dispositif plus large au niveau du ministère de la Défense. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président.